Mon projet de déménager est pour l'instant à l'arrêt. Je n'irai donc pas vivre chez cet ami. J'en suis aussi peinée que soulagée. Profondément peinée tant cela a signé l'arrêt de la relation amicale. Voyez-vous, si je me sens dorénavant capable d'éprouver autant de compassion pour celles et ceux qui, à un moment auparavant, ont empiété sur mon intégrité, c'est parce que j'ai avant tout appris à développer cette compassion prioritairement pour moi-même, dans l'observation de mes propres réactions face aux événements de la vie qui peuvent me traverser. Et ce, dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui. C'est à mon sens ce qui différencie l'amour, au sens universel du terme, de l'attachement, qui implique forcément des attentes projetées sur l'autre, que l'on n'accepte pas tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être selon notre propre perception des choses. Notre réalité, parce que forcément, c'est nous qui avons raison. Et c'est aussi là que l'ego intervient. L'ego et toutes ces injonctions du business du dev perso, sauce néolibérale, qui nous promet une méthode universelle qui a mis de côté notre unicité pour exiger toujours plus de nous dans la performance et le porte-monnaie, pour au final tenter de gommer ce qui fait pourtant la plus belle de nos richesses, la diversité. L'ego est une carapace de protection qui peut rapidement nous nuire dès lors que nous n'y prenons pas garde. Dans le sens que les réactions émotionnelles, les pensées qu'il entraîne ne sont pas nous, mais disent de nous, de nos peurs, de nos frayeurs. Apprendre à prendre de la distance pour observer mes réactions premières m'a non seulement permis d'une part de développer cette autocompassion plus que jamais nécessaire, mais également de pouvoir à terme m'offrir la possibilité de détecter d'éventuelles incompatibilités de caractère. C'est ainsi que j'en ai conclu qu'au final, personne n'est ni bon ni mauvais. Chacun fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a eu. Le reste n'est qu'affaire d'atomes crochus, parce qu'il ne s'agit très certainement pas non plus de prétendre devenir biomane ou Jésus. Voilà donc pourquoi je m'en trouve également très soulagée. Soulagée d'avoir avec le recul compris que mon corps m'avait depuis longtemps pourtant averti, mais que mon mental, mon ego, n'a pas voulu écouter, tant il avait encore besoin de tout contrôler, même soi-disant par amitié. Parce que c'est aussi cela, les conséquences du trauma complexe dans une société toxique qui nous a contraints à dissocier notre corps de notre esprit. Là où en vrai, il s'agit surtout d'un travail d'équipe. Notre corps ne nous ment jamais pourvu que nous réapprenions à l'écouter. Soulagé donc également parce que mieux vaut maintenant à l'état de projet que lorsque tout était fait, n'est-ce pas? Et puis, je dispose maintenant de cette chance, dirons-nous, d'accuser le coup, de réfléchir à d'autres opportunités sans trop me presser. Et tout cela grâce à un système au départ construit sur ce qui faisait autrefois sa grandeur, l'esprit de solidarité. Alors, merci à vous qui travaillez et cotisez pour me permettre d'ici vous parler. Une chance. Ah, le mot est-il véritablement bien choisi? Toujours dans ce dictionnaire que j'aime tant, mais qui aurait quand même pu faire en sorte de n'avoir qu'une seule définition pour chaque mot, la chance est une manière, favorable ou défavorable, dont un événement se produit par hasard, comme souhaiter bonne chance à quelqu'un, ou encore la possibilité de se produire par hasard. Il y a de fortes chances que cela se produise. D'ailleurs, aparté, je ne comprends pas bien comment nous pouvons parler de chance pour un événement défavorable. On ne parle jamais de risque de gagner au loto, mais on parle de 80% de chances que El Niño soit une véritable catastrophe cette année qui vient s'ajouter au dérèglement climatique déjà très fortement problématique. Bon, en dehors du fait que tout cela me laisse perplexe, ce n'est pas un hasard non plus si je ne peux plus travailler. C'est un enchaînement d'événements extérieurs indépendants de ma volonté qui ont fini par avoir raison de ma santé. C'est d'ailleurs bien dans ce domaine qu'auparavant je travaillais. J'étais aide médico-psychologique. J'avais bien l'ambition de gravir les échelons, mais bon. Et puis, je ne voudrais pas spoiler, c'est ce que je vous raconte dans mon premier livre, Réquisitoire d'une étiquette, vendu uniquement sur le site du diable, ironiquement, avec encore beaucoup de culpabilité. Mais je vous le garde pour un prochain sujet. Dans mon travail, j'avais donc l'ambition de gravir les échelons, notamment pour une raison, celle de gagner plus, de mieux gagner ma vie. Hérésie. La vie n'est-elle pas déjà gagnée dès lors que l'on est?
Et puis, entre nous, j'aurais pu choisir commercial à la place. C'est bien plus payant, forcément. La relation d'aide, c'est avant tout une affaire de vocation, n'est-ce pas? Et la vocation, dans sa première définition, c'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui remplit notre frigo, c'est nous et notre ego, celui que nous avons construit pour espérer pouvoir survivre dans un système qui nous détruit. Mais peut-être est-ce de là d'ailleurs que vient aussi l'expression se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Seulement voilà, nous l'avons tous cruellement remarqué maintenant, quand l'eau et la fraîcheur viennent à manquer, à force d'avoir entretenu l'illusion d'une source intarissable, l'amour, le vrai, celui qui nous ouvre à notre humanité, s'est fait emmurer par nos égaux, qui nous rendent si fous, avides et cupides, puisque c'est l'argent apparemment qui nous rendrait heureux. Et c'est très vrai, dans un pays où l'égalité d'accès aux soins et aux chances est plus que jamais conditionnée à la liberté de posséder, d'accumuler. Alors moi aussi, comme les autres, j'ai caché mon amour, mon humanité, comme tous ces gens au travail qui sur moi ont craché, derrière mon ego, et je me suis entre autres acharnée à croire que je pouvais, comme tout le monde, travailler, faire comme si de rien n'était. J'ai donc essentiellement travaillé dans le médico-social, en EHPAD et auprès des personnes handicapées, à peu près à tous les degrés, de jour comme de nuit. Souvent en remplacement, j'ai toujours éprouvé énormément de difficultés pour, dans une équipe, m'intégrer. Je finissais toujours comme étant le bouc émissaire. Encore une fois, je ne me plaindrai pas, n'est-ce pas? Toujours dans le dictionnaire, le bouc émissaire, c'est la personne à qui l'on attribue injustement la faute collective. Le meilleur rôle, en somme, celui qui fait tenir le groupe. Au moins, tant qu'on s'acharne sur lui, ça nous évite toujours d'aller chercher ailleurs sur ce qui ne va pas chez nous. Une manière très efficace de maintenir l'équilibre du groupe pour poursuivre les objectifs fixés par les meneurs. Alors bon, j'aimais beaucoup l'intérim. C'était pour moi tout bénef. Au moins, dans les équipes, je ne faisais que passer. Ces gens-là n'avaient pas trop le temps de s'accrocher. Et je pouvais travailler moins, me reposer suffisamment dans l'espoir d'être plus à l'écoute des besoins de mes enfants, puisque je gagnais plus. Seulement, voilà, cela reste un statut particulièrement précaire qui n'ouvre pas le droit à poursuivre nos rêves, puisque la réussite ultime dans cette société, c'est d'avoir accès à la propriété, à la liberté de consommer, de notre bonheur acheté, à défaut de savoir comment nous-mêmes nous le fabriquer. Il me fallait donc un emploi plus stable. Toujours dans ce domaine, j'ai pu finalement obtenir un contrat à durée indéterminée, qui, pour toutes les raisons précédemment évoquées, n'a pas duré, vous pensez bien. Et j'espérais que celui-ci m'offrirait l'opportunité de permettre à mes enfants d'accéder à une forme de stabilité pour qu'ils puissent grandir en toute sérénité. Mais en attendant de pouvoir leur offrir cette fichue stabilité, puisque j'étais isolée, je devais les laisser seuls se débrouiller pour aller supposément nos vies gagnées, puisqu'apparemment la vie serait toujours un combat. Vous savez, un peu comme les enfants de ces immigrés que la France a fait venir pour reconstruire le pays au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en leur faisant miroiter un avenir meilleur pour leurs enfants, tout en les parquant comme du bétail dans des cages dignes de ces poulaillers de l'agriculture intensive. C'est quand même bien étrange ce système qui nous fait croire que nos enfants seront plus heureux grâce à l'argent qu'après nous, parents, courons pour un jour voir leur bonheur assuré. Mais en attendant, seuls, livrés à eux-mêmes, nous devons les laisser, à un moment où ils ont pourtant le plus besoin de nous pour se construire, construire leur rapport au monde, mais aussi à l'autre. C'est pourtant nous, parents, apparemment, les piliers de leur éducation pour ce faire. N'est-ce pas là un paradoxe? Comment pouvons-nous reprocher à ces enfants, dont vous, parents, pourtant emplis des meilleures intentions pour continuer à travailler avec tant d'acharnement, d'avoir soi-disant dévié, là où c'est précisément ce système qui a de nous tous exigé de les négliger? L'avantage dans tout cela, pour revenir à nos moutons si j'ose dire, c'est que cela leur a offert à ces 10 immigrés la place tant enviée de bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est l'autre petit nom de victime, étymologiquement du latin victima. Dans l'Antiquité, c'était une bête offerte en offrande sur l'autel pour assurer la survie du groupe, espérant par là calmer la colère des dieux. Aujourd'hui, cela n'a pas vraiment changé. Les nouveaux dieux sont toujours ceux qui ont le pouvoir de nous faire croire que la supposée crise, tous nos malheurs, c'est bien à cause d'eux.
Alors, le temps qu'on s'acharne sur eux, au moins, vous pouvez continuer à travailler comme des bêtes, à bousiller à votre tour votre santé, là où nous ne sommes devenus que des pions interchangeables, à ne pas être présents dans les moments les plus importants dans la construction de nos enfants. Mais du moment que pour l'entreprise, on reste un bon élément, avide de reconnaissance que nous sommes, on y croit. Toujours pas parce que nous sommes cons, non, à cela je n'y crois toujours pas, mais bien parce que nous avons besoin de la reconnaissance les uns des autres pour nous sentir exister nous-mêmes. N'est-ce pas cela d'ailleurs que Jean-Paul voulait dire par l'idée que l'enfer c'est les autres? Travailler pour exister. Travailler dans la noble intention et la ferme volonté pour plus tard assurer l'avenir de nos enfants, leur bonheur, leur sérénité. Mais comment pouvons-nous le faire efficacement si nous persistons à croire que c'est l'argent, les possessions qui le feront? À force de courir partout, après tout, pour l'amour d'eux, nous avons remis à plus tard ce qui pourtant est pour eux, mais aussi pour nous, le plus important, l'instant présent, notre temps. Un temps fini pourtant, que nous perdons à produire une richesse qui nourrit surtout ces dieux qui choisissent leurs offrandes. Avant, c'était les Italiens, maintenant ce sont les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Gitans, les clandestins, demain les handicapés, et puis après, oh, je ne vous ai pas dit, mais dernièrement, durant ma promenade quotidienne, du jour au lendemain, par terre, j'ai vu émerger une croix gammée. Une croix gammée devant laquelle moi, mais aussi d'autres gens, nous nous sommes offusqués avant de poursuivre notre route, pour passer à autre chose, à nos activités qui ont forcément plus d'importance que ce symbole d'ignorance. Le problème, voyez-vous, c'est qu'à force de voir ces choses répétées, nous en venons à les banaliser, à considérer qu'elles sont une normalité. À force de nous croire plus forts que nos cerveaux, non seulement nous ouvrons tout grand la fenêtre d'Overton, mais nous l'élargissons. Alors, sur le retour, comme elle était toujours là, j'ai décidé de prendre à mon tour, comme d'autres l'ont fait avant moi, mes pastels pour la recouvrir de fleurs. Des fleurs pour offrir en offrande à ces nouveaux dieux qui ont oublié qu'ils n'avaient pas besoin de haïr pour se sentir heureux, que l'amour sera toujours plus fort que la haine.